Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter. C'est Dr Toé, je suis assistante en toxicologie. Ravie aujourd'hui de vous présenter à l'occasion de la deuxième journée nationale de la pharmacie un travail très intéressant intitulé La démarche analytique dans le processus de dépistage de la consommation de drogue d'abus. Pour commencer, au cours de la dernière décennie, la production et l'offre de drogues illicites ont considérablement augmenté. Et la toxicomanie en général est devenue un fléau du monde moderne avec des répercussions importantes. Plusieurs politiques complémentaires doivent être en réalité confrontées pour lutter contre ce phénomène et qui ne pourraient être réalisées sans l'étape de dépistage de consommation de drogue. Pour cette raison, nous avons opté à travers cette synthèse bibliographique pour décrire des conditions optimales d'analyse des drogues d'abus dans le but d'offrir une meilleure prise en charge des demandes d'analyse. Généralement, le processus analytique comporte 3 étapes principales: la phase pré-analytique, l'analyse proprement dite et la phase post-analytique. Commençons par la phase pré-analytique. Concernant les milieux d'analyse, on peut analyser les substances d'abus dans une grande variété de milieux biologiques et chacun apporte une information différente sur le délai ou l'ampleur de la prise. Les urines demeurent les spécimens de choix. Elles offrent l'avantage de fournir une grande quantité d'échantillons. C'est un milieu stable qui permet l'analyse facile des métabolites surtout. Le sang assure une meilleure corrélation avec les effets pharmacologiques engendrés, mais il est moins utilisé en pratique courante. Enfin, les progrès de la technologie analytique ont conduit à une utilisation de matrices alternatives telles que la salive, les cheveux et les ongles. Les prélèvements des différents spécimens doivent répondre à certaines exigences. Sur le site de prélèvement, le sang doit être prélevé dans des tubes bien scellés, ANAF généralement pour le dosage de l'alcoolémie. Pour des échantillons urinaires, elles doivent être recueillies dans des flacons bien remplis, en évitant autant que possible les récipients en matière plastique et les bouchons en caoutchouc qui absorbent les drogues non polaires et leurs métabolites, comme les cannabinoïdes. Dans ce cas-là, le laboratoire devra soumettre à des tests pour assurer que la matière utilisée ne modifie pas ni la composition ni la concentration de la drogue ou ces métabolites présentant dans les urines. Immédiatement après le prélèvement, certains paramètres doivent être vérifiés comme la température, le pH et l'aspect des échantillons afin de détecter une éventuelle adultération. Il faut savoir qu'il existe de nombreux moyens pour falsifier les tests de dépistage urinaire et échapper ainsi à la détection d'une consommation de drogue. Commençons par la dilution. Le principe est d'ajouter un liquide dans les urines afin d'abaisser la concentration en dessous du QTF des tests ou à travers la consommation de certaines tisanes et par conséquent on aura des résultats faussement négatifs. Les usagers recourent également à la substitution des urines positives par d'autres urines propres d'une personne, d'un consommateur ou d'un animal. Et enfin, la déturation, soit in vivo ou in vitro. In vitro par l'ajout de substances telles que les acides et les bases faibles, ou in vivo par la consommation avant le prélèvement d'une substance médicamenteuse qu'on va voir par la suite afin de réduire la concentration urinaire du produit à détecter. Par conséquent, la recherche systématique d'une adultération des urines s'avère cruciale. Le toxicologue ou l'analyste en général doit commencer tout d'abord par la mesure de la température et le pH. En cas de doute, le laboratoire doit en être informé. Dans ce cas, un examen visuel attentif est recommandé concernant la couleur ou la présence de la mousse et la précipitation, ainsi qu'un contrôle d'autres paramètres tels que la créatinine et la densité. À travers le dosage de la créatinine et la densité, ainsi que la recherche des substances étrangères, on peut conclure si les urines sont substituées, diluées, adultérées ou carrément invalides. Si par exemple ici la créatinine est largement inférieure à la norme, avec une densité également effondrée, cela veut dire que les urines sont diluées. La présence d'une substance étrangère telle que les nitrites est un indice également d'une éventuelle adultération des urines.
Après la vérification de l'intégrité des échantillons, ils doivent être tenus à l'abri de toute source directe de la lumière ou de chaleur pendant le transport et aux frais de préférence. Une fois reçus dans le laboratoire de toxicologie, si l'analyse est reportée, les spécimens doivent être conservés dans un congélateur pour assurer une stabilité pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Les prélèvements reçus doivent être accompagnés impérativement d'une fiche de renseignement. Cette dernière doit indiquer au minimum l'identité du sujet, la date et l'heure de prélèvement, ainsi que la température et le pH des échantillons frais, les drogues à rechercher et bien sûr l'historique complet des médicaments consommés par le sujet, et ceci afin d'éviter les résultats faussement positifs ou négatifs qu'on va détailler par la suite. Passons maintenant à l'analyse proprement dite. Pour le dépistage de la consommation des drogues d'abus, un test de détection et un test de confirmation s'imposent. Le test de détection doit permettre d'établir avec beaucoup de fiabilité la présomption de positivité. Ce test doit être sensible, rapide et peu onéreux. Les dosages immunologiques répondent généralement à ces critères, mais les anticorps utilisés sont relativement peu spécifiques et peuvent entraîner par la suite une réactivité croisée, en donnant des résultats qui sont faussement positifs ou faussement négatifs. Concernant les faux positifs, on vous a mis un tableau récap qui montre la réactivité croisée donnée des résultats faussement positifs par des méthodes immunoenzymatiques. Par exemple, chez un patient sous traitement d'amisulpiride ou d'antibiothérapie type rifampicine, on peut avoir un test d'opiacés faussement positif chez un sujet non consommateur. Un autre exemple ici, les ANS largement consommés surtout par l'automédication, comme l'ibuprofène ou l'acide nuflumique, peuvent donner des tests de THC positifs. Pour les faux négatifs, et comme nous l'avons précédemment indiqué dans la partie d'adéturation, l'ajout de certaines substances va masquer la drogue recherchée. L'ajout par exemple du sel de table pourrait masquer la présence d'amphétamines, du cannabis et de cocaïne. Un autre exemple, l'ajout de bicarbonate de sodium dans les urines va donner des résultats faussement négatifs lors de la recherche des opiacés. Les détergents vont masquer aussi la présence des benzodiazépines et du cannabis dans les urines d'un consommateur. Tout ça impose la recherche des adulterants pour rendre des résultats fiables. Pour cette raison, tous les résultats positifs ainsi obtenus doivent être confirmés par un second test faisant appel à des principes chimiques différents, car ces résultats peuvent entraîner une condamnation dans certains cas. On fait généralement appel à des techniques chromatographiques comme la chromatographie sur couche mince, la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse qui est considérée comme la technique de référence. Passons maintenant à la dernière étape du processus analytique, la phase post-analytique. Il faut noter que les analyses qualitatives ou quantitatives apportent la preuve qu'un sujet a ou n'a pas consommé une drogue donnée. La présence de métabolites confirme qu'une drogue a été absorbée par l'organisme. Lors de l'interprétation des résultats, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Premièrement, ceux qui sont relatifs au sujet, tels que la fréquence et la durée d'abus, le fonctionnement des organes, surtout ceux qui sont occupés par le métabolisme et l'élimination de la drogue, et bien sûr ses antécédents médicaux. Deuxièmement, les facteurs relatifs aux tests utilisés, en tenant compte les faux positifs et les faux négatifs. Enfin, les facteurs relatifs à la drogue recherchée. Les considérations pharmacocinétiques doivent être prises en compte, telles que la demi-vie d'élimination et la liaison testulaire, qui dicteraient la durée de validité d'un test. Toutes ces données sont résumées dans le tableau en face. Pour mieux comprendre, je vais montrer un exemple. Le cannabis, avec comme principe actif le delta-9-tétrahydrocannabinol, peut persister jusqu'à 5 jours dans les urines d'un consommateur occasionnel,
voire 2 mois, chez un consommateur régulier, même après l'arrêt de toute consommation. À l'inverse, l'alcool est débarrassé du sang après juste 12 heures de consommation. Après ce délai-là, on aura un test négatif chez un sujet consommateur. Pour cette raison, il faut être vraiment attentif lors de l'interprétation des résultats. La stabilité de la drogue est aussi un facteur important. La plupart des drogues sont stables au congélateur. Une mauvaise conservation, comme on l'avait déjà dit, va fausser les résultats d'analyse. Et pour conclure, pour assurer la validité des résultats d'analyse, il convient de surveiller strictement toutes les étapes qu'on avait abordées dès le prélèvement jusqu'à l'analyse et de prendre en considération tous les facteurs influençant l'interprétation des résultats, ceux qui sont relatifs aux consommateurs, de la drogue elle-même et des procédures analytiques utilisées. Et je vous remercie pour votre attention.